Nous avons bien comme invité professeur Abdoulaye Bathily. Bonjour. Bonjour. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. J'ajoute à la suite de Babacar Fall des fonctions internationales que vous avez eu à occuper comme représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, numéro 2 de la MINUSMA au Mali, bien entendu. Professeur Abdoulaye Bathily, pour l'histoire, vous êtes le premier invité de l'émission Le Grand Jury d'RFM. Cela fait aujourd'hui 15 ans. C'était en 2003. Ces dernières années, vous avez gardé le silence sur les sujets d'actualité au Sénégal, en tout cas. En effet, vos fonctions internationales vous ont éloigné du pays. Cependant, cette distance ne signifie guère une indifférence. Vous avez ainsi décidé de rompre le silence. Les internautes ont été nombreux à réagir à l'annonce de votre invitation. Ils n'ont pas manqué de vous poser plusieurs questions sur des sujets d'actualité nationale et internationale. La première question, notre pays célèbre le 4 avril prochain, dans 3 jours, les 58 ans de son indépendance. L'actuel président de la République, Macky Sall, a presque l'âge de notre indépendance. Comment va le Sénégal justement à la veille de la célébration des 58 ans de son accession à la souveraineté internationale? J'ai participé en tant qu'ancien enfant de troupe au premier défilé du 4 avril sur le boulevard de la Libération, en face du port de Dakar. Le président Senghor, président de la République, Mamadou Dia, président du Conseil. Et donc, je peux dire que j'étais conscient des enjeux du Sénégal dès cette époque. Et 58 ans après, lorsque on y reviendra dans cette émission, je fais un regard rétrospectif. Bien entendu, beaucoup de choses ont été accomplies, mais il reste encore un long chemin sur beaucoup de plans. Pour l'heure, c'est ce que je peux dire. Qu'est-ce que vous auriez changé aujourd'hui, là, dans la marche du Sénégal? Eh bien, je n'ai jamais considéré l'action politique comme une action individuelle. J'ai mes idées forgées à travers mon expérience confrontée à l'expérience d'un certain nombre de camarades, d'amis avec lesquels j'ai fait ce parcours, qui m'ont formé, et je me suis formé avec eux. C'est une vision collective qui nous a fait entrer en politique, pas pour des activités simplement d'occuper tel ou tel poste. Et de ce point de vue-là, le Sénégal, sur le plan économique, il y a énormément de choses à faire encore. Sur le plan même de notre démocratie, il y a encore des choses à faire. Peut-être nous y reviendrons. Oui. Sur le plan de notre position en Afrique et dans le monde, également, il y a certainement beaucoup d'améliorations à faire encore. Vous parliez du premier défilé quand le Sénégal a obtenu son indépendance. Senghor et Mamadou Dia, un duo qui se brise, qui se casse en décembre 1962. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que cette rupture poursuit encore le Sénégal jusqu'au moment où nous parlons? Et ça a plombé le Sénégal. Mamadou Dia, je l'ai fréquenté assidûment dans l'opposition, notamment à partir de 1978, lorsque son parti et la Ligue démocratique, Andjef PADS, le Parti africain de l'indépendance, le PIT, nous avons créé la première coalition politique de la période du multipartisme, c'est-à-dire la COSU, la coordination sénégalaise de l'opposition unie, en 1978. Mamadou Ibra, j'ai été témoin de tous les événements majeurs des 40 dernières années au titre de mon parti en tant que responsable, à la formation de toutes les coalitions, à la mise en œuvre des plateformes de lutte, la première, la deuxième alternance. Et je dois dire que le président Mamadou Dia a été une figure tutélaire quelque part de ces luttes. Malheureusement, je crois qu'on ne lui a pas rendu suffisamment hommage. Par exemple, aucune
institution de la République, aucune infrastructure du pays ne porte la marque, le nom de Mamadou Dia. Ça, c'est une injustice qu'il faut réparer. C'était un nationaliste. S'il y a un père de l'indépendance du Sénégal, c'est bien Mamadou Dia. Nous reviendrons sur ce Sénégal-là d'hier et d'aujourd'hui, mais on est rattrapé par l'actualité. C'est le procès de Khalifa Ababacar Sall, maire de Dakar. Décision du tribunal vendredi dernier, 5 ans de prison ferme pour le maire de Dakar. Votre réaction? Eh bien, pour moi, il est clair que c'est un procès politique. Ah oui? C'est un procès politique dès le départ. Je l'ai senti comme ça. Je me suis renseigné à différents niveaux. Et le déroulement même du procès, les péripéties de cette affaire montrent très clairement qu'il s'agit d'une affaire politique. Pour les faits, il a été reconnu coupable d'escroquerie sur les deniers publics et de faux en écriture. Je vous disais tout à l'heure que pendant 40 ans, j'ai participé à toutes les luttes politiques. Et la justice, comme tous les corps de métier, il en exige chez les enseignants, a des brebis galeuses en son sein. Tous les corps de métier ont leurs brebis galeuses. Et très souvent, dans les luttes politiques, les pouvoirs en place instrumentalisent la justice. Sur ce coup, la justice est instrumentalisée. Je l'ai dit avec Abdoulaye Wade à l'époque. Je l'ai défendu bec et ongle alors que j'étais au gouvernement de majorité présidentielle élargie. J'ai dit à Abdou Diouf plusieurs fois, certainement il écoutera, que je suis contre l'incarcération de Abdoulaye Wade. C'était des raisons politiques. Et finalement, la raison a prévalu. Il a été libéré. Il en était de même du temps de Abdoulaye Wade. Quand il a commencé ses dérives, nous étions à la LD les premiers à avoir alerté de l'intérieur dans le cadre du Front pour l'alternance. Et ensuite, lorsqu'il ne nous a pas écoutés, nous avons pris nos responsabilités et publiquement, nous avons dénoncé ces dérives, l'instrumentalisation de la justice contre Idrissa Seck, contre Macky Sall. Et toutes ces questions-là, aujourd'hui, moi-même, j'ai été combien de fois traîné devant les tribunaux pour des raisons politiques. Je présente encore dans mon corps des stigmates de ces brimades, de ces brutalités policières, de ces emprisonnements. Et chaque fois, à la veille des grandes élections, on prenait une loi d'amnistie pour nous permettre d'être candidats. C'est ce qui s'est passé plusieurs fois. Donc, mais sur l'affaire Khalifa Sall, qu'est-ce qui vous amène à dire que c'est un procès politique? C'est quand même, ça concerne la gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Bon, vous savez, moi je l'ai dit à qui de droit. Cette affaire de caisse d'avance, tout le monde le savait. Feu Mamadou Diop, qui vient de nous quitter, que Dieu lui accorde le pardon, oui, a dit très clairement ce qui se passe. Tous les responsables actuels de Benno Siggil Sénégal, du moins de Benno Bokk Yakaar, qui sont dans les institutions, sont au courant de cette affaire. Comment ça a fonctionné? Comment ça a fonctionné? Et il n'y en aura pas. Tous les maires, les anciens maires de Dakar, l'ont avoué. Donc, vous l'avez dit au président Macky Sall. Je l'ai dit au président Macky Sall dès la première semaine. Oui. J'ai dit au président Macky Sall, c'est une mauvaise affaire pour l'image de notre démocratie, parce que pour moi c'est ça qui... Je ne suis plus dans les activités quotidiennes de la politique sénégalaise et tout ça, mais quand même, je suis soucieux de l'image de notre pays, surtout de l'héritage de notre lutte. Pendant les 40 années où nous avons ensemble, avec les forces démocratiques, la LD, le PIT, le Andjef PADS en particulier, à différents moments, d'autres forces nous ont rejoints dans ce combat. Nous avons dit plus jamais d'arbitraire du pouvoir. C'est ce que Major Diouf appelait à l'époque le maté.
C'est ce que Latif Coulibaly, dans son livre remarquable sur Abdoulaye Wade en opposant au pouvoir, et la question de l'utilisation des sanctions à double détente. Donc, le président Macky Sall lui-même a été ministre de l'Intérieur. Il connaissait très bien comment fonctionnait cette caisse. Et donc, tout le monde le savait. Ensuite, j'aurais été convaincu qu'il y a une véritable lutte pour assainir les mœurs politiques, et notamment ce qu'on appelle la reddition des comptes, si tous ceux qui sont concernés, que ce soit la caisse d'avance de la mairie de Dakar, que ce soit les différents fonds politiques ou secrets, comme on les appelle, dans les ministères. Jusqu'à présent, il y a des maires qui donnent des voitures clés en main. Jusqu'à présent, il y a des maires qui donnent 1 million, 3 millions, 6 millions. Vous faites tous les jours le décompte de ce que les maires, les ministres donnent. Et vous regardez, est-ce que ça peut provenir de leur salaire? Vous savez bien que ce n'est pas vrai. Alors donc, oui. Le problème, j'ai dit au président Macky Sall, les assises nationales avaient longuement discuté de cette question en commission. Et ce qui a été proposé, c'est de normer ces questions de caisse d'avance, de fonds secrets et tout ça, et de prendre une loi en la matière. Il disait qu'il allait le faire. J'espère que cela sera fait. Et pour tout le monde. Alors donc, en dehors de cela, je vous dis que la justice, encore une fois, il y a des choses à dire, comme dans tous les corps de métier. C'est pas une attaque contre tous les membres de la justice, mais le simple fait que cette question devienne un débat aujourd'hui, oui, dans tout le pays, oui, et même à l'étranger, ça veut dire qu'il y a quelque chose à revoir. Il y a cette semaine la démission du juge Ibrahim Hamidou Dème. Des auditeurs posent cette question en vous demandant votre sentiment sur la démission de ce juge qui parle justement d'un manque d'indépendance de la justice et qui estime qu'il y a parmi eux des magistrats qui ne sont pas indépendants. Mais c'est un acteur de l'intérieur, oui, qui l'a dit. Oui. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus, mais ce que je constate simplement, c'est un aveu. C'est un aveu. Et moi-même, j'ai été surpris d'un certain nombre de choses qui ont été faites dans ce pays ces derniers temps. Par exemple, vous voyez, Mamadou Ibra, pendant les 40 années où nous avons lutté pour la démocratie, le secret du vote était la pierre angulaire de notre combat. Sans secret du vote, il n'y aurait pas eu une première alternance, il n'y aurait pas eu une deuxième alternance. Le secret du vote avait été violé, par exemple, lors des dernières élections législatives. Pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvé avec 47 listes. On a dit, la solution, c'est que le citoyen puisse prendre parmi ces 47, 5 publiquement. Mais c'est une violation du secret du vote. Je ne peux pas comprendre que des magistrats puissent avaliser cela. Le Conseil constitutionnel oui, ça dit que, mais justement, ça veut dire c'est une manière de fouler aux pieds tout notre combat. Au début, dans les années 80, quand nous avons commencé ce combat pour la liberté de l'expression, la sincérité du suffrage, qu'est-ce que le PS nous disait à l'époque? Non, nous, au Sénégal, wote fang le ñu xam. On ne peut pas, c'est pas la peine de se mettre là, à aller dans le Bangachibi, aller dans l'isoloir. Oui. L'isoloir, c'est pas nécessaire et tout ça. Nous nous sommes battus bec et ongle avec le PDS, avec l'ensemble des forces démocratiques, la société civile, pour exiger le secret du vote. Justement, professeur, avant d'en arriver au processus électoral... Est-ce que, allègrement, peut-être que certains magistrats, parce qu'ils n'ont pas participé à cette bataille, les sacrifices qui ont été consentis, certains ont versé leur sang, leur sueur, certains même sont morts dans ces manifestations-là. Alors, il faut respecter les sacrifices qui ont été consentis. Il faut que notre démocratie puisse avancer de manière progressive. Justement, avant d'arriver au processus électoral, professeur Abdoulaye Bathily, vous êtes l'invité du grand jury. J'aimerais quand même m'arrêter un peu sur le procès Khalifa Sall. Vous dites que c'est un procès politique. Professeur, le régime actuel prône la gestion sobre et vertueuse, la redevabilité ou reddition des comptes, mais
Est-ce qu'on peut, à chaque fois qu'une personnalité politique est poursuivie dans le cadre de sa responsabilité de gestion des deniers publics, parler de procès politique? Aujourd'hui, on le dit pour Khalifa Sall, hier c'était Karim Wade, il n'y a pas longtemps. Vous avez rappelé d'autres cas. Est-ce que vous n'êtes pas en train finalement de dire il faut l'impunité pour les hommes politiques? Absolument pas, absolument pas. Je suis contre ça. Je suis contre ça. Tout le monde doit rendre compte. Mais de manière équitable, celui qui décide de ça doit pas le faire de manière sélective. C'est ça qui fait que les gens ne croient pas en la justice. Ça décrédibilise la justice. Et ensuite, la parole donnée des hommes politiques, c'est très important. Quand on dit quelque chose, il faut l'appliquer. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que quand on est dans l'opposition et qu'on défend certaines idées, quand on arrive au pouvoir, même si on n'arrive pas à les appliquer, il ne faut pas défendre le contraire. Et malheureusement, c'est ce que je vois de plus en plus. Ce n'est peut-être pas, c'est une question peut-être de génération, mais moi je ne vois pas. En 2000, quand nous sommes arrivés, nous étions pleins d'espoir que les choses allaient se remettre à l'endroit. Nous avons critiqué beaucoup de choses sur le Parti socialiste, sur l'activité, le bilan du Parti socialiste. Eh bien, le pouvoir de l'alternance a fait des choses qui n'étaient pas en conformité avec nos engagements et nous avons pris nos responsabilités pour dénoncer cela, pour nous mettre en ordre de bataille. Il est tombé à Abdoulaye Wade. Si un autre régime vient, nous devons avoir le même devoir de vigilance. C'est bon pour la démocratie, c'est bon pour même ceux qui exercent le pouvoir, chaque fois, d'avoir des gens qui alertent. C'est très sain. C'est le sens de votre prise de parole aujourd'hui à l'égard du régime du président Macky Sall. D'alerte, parce que nous avons tous intérêt à ce que notre pays avance dans la paix, dans la sérénité. Moi, j'étais très fier quand j'étais en Afrique centrale ou dans mes missions de l'Union africaine ou des Nations unies à travers le continent. J'étais très fier de moi-même et de mon pays. Non seulement les gens magnifiaient l'expérience démocratique sénégalaise, et j'en étais particulièrement fier parce que j'ai participé personnellement à tout ce processus et je voyais à travers les élections qui se déroulaient dans les autres pays comment certaines questions, nous les avons dépassées. Peut-on encore parler d'exception sénégalaise, justement? Eh bien, il y a toujours, parce que les batailles démocratiques sont toujours des batailles qui ne sont pas finies. C'est des batailles qui sont dans la durée. Il y a toujours des tentatives de faire revenir les choses en arrière. Il y a des forces de réaction et des forces, n'est-ce pas, qui continuent à progresser. Et d'autant que nous avons eu la chance de 2007 à 2009, avec les assises nationales, d'avoir passé de fond en comble les problèmes du pays. La charte de la gouvernance démocratique, plus je relis ça, plus je trouve la solution ou les voies de solution à tous les problèmes du pays pendant cette période historique que nous vivons. Et il se trouve que ceux qui dirigent aujourd'hui notre pays dans différents domaines ont participé à cette épreuve, cet exercice extraordinaire dans le pays. Oui. La charte, tout le monde l'a signée. Et est-ce que nous faisons le bilan de manière périodique sur ce que nous avons signé, comment nous l'appliquons sur le terrain? C'est uniquement de ce point de vue. Comme je dis encore une fois, je ne suis plus dans l'activité politique quotidienne, mais j'ai mes convictions. Je ne peux pas me renier, je ne peux pas renier ces convictions. Et vous aurez votre mot à dire à l'élection présidentielle de l'année prochaine, 2019? Non, je ne suis pas, vous savez, moi... Oui, ma question posée autrement, est-ce que votre soutien au président Macky Sall est assuré? Mais je ne peux pas, je dire que je soutiens tel ou tel. C'est au vu de candidats. Est-ce que le président Macky Sall est candidat officiellement? Je ne sais pas. Le jour où les candidatures seront officialisées. Oui, on a entendu dire quand même qu'il veut en tant que deuxième mandat, une réélection dès le premier tour. Comment?
on l'a entendu exprimer son souhait la réaction de premier tour, ça, on a toujours entendu ça dans toutes les élections. Tous les candidats veulent être réélus au premier tour. Bon, ça, vous n'en êtes pas convaincu? Non, je n'ai pas à être convaincu ou pas. C'est le peuple sénégalais qui décide. Moi, ma carte, c'est pas ma carte qui décide de l'élection au premier tour d'un président de la République ou d'un député ou d'un conseiller. Ce n'est pas ça. Donc, vous voyez, moi, aujourd'hui, ce que je veux, la position que j'occupe aujourd'hui, c'est pas d'entrer sur l'arène politique, pour des combats, qui ne sont plus les combats de ma génération. J'ai mené le combat de ma génération. Bon, vous avez quand même des personnalités plus âgées que vous, peut-être aujourd'hui, ou de votre génération, qui sont toujours aux affaires. À chacun de juger. Moustapha Niasse, qui est à la tête de l'Assemblée nationale. Mon franc-parler. Monsieur Ousmane Tanor Dieng, à la tête du Conseil des collectivités territoriales. Que je sois dans une coalition ou pas, dans un gouvernement ou pas, j'ai toujours, par honnêteté, dit ce que je pense. Que ce soit hier avec Abdou Diouf et avec Abdoulaye Wade, avec Macky Sall, c'est la même chose. Abdoulaye Wade qui a conduit ses troupes en 2000. Oui. Alors donc, je dirais toujours ce que je pense. Je dirais toujours ce que je pense. Oui. Donc, sur ce plan, vous voyez, je ne peux pas faire mon temps et le temps des autres. Une autre génération se bat, ils assument leur rôle historique. C'est très bien. Moi, je ne suis plus dans l'action politique directe. Je donnerai mon opinion sur les questions en tant que de besoin. J'ai pas besoin d'entrer dans des combats qui ne sont plus ceux que j'avais souhaité véritablement que après une première, une deuxième alternance, on allait vers la stabilité. Donc, on allait vers une stabilité démocratique qui suppose vraiment un dialogue constructif entre tous les acteurs, de manière que on arrive à trouver des solutions consensuelles qui ne soient pas imposées, parce que quand c'est imposé, toujours ça finit par imploser et c'est le pays qui perd. Le parrainage, justement, est une source de tension aujourd'hui entre les acteurs politiques, entre le pouvoir et l'opposition. Il y a un projet de loi qui veut que chaque candidat soit parrainé par au moins 1% de l'électorat, ce qui représenterait entre 60 000 et 70 000. L'opposition dit non et promet même un 23 juin bis. Le projet de loi devrait être voté la semaine prochaine. Et quelle est votre opinion sur cette question du parrainage? Moi, je ne suis pas pour ce parrainage-là. Je trouve que c'est antidémocratique, premièrement. Deuxièmement, je ne vois pas les modalités pratiques de son application, parce que j'ai entendu, je n'ai pas tous les détails, mais j'entends parler qu'il faut avoir 1%. Un candidat qui ne peut pas avoir 1% de l'électorat ne doit pas être candidat. Exactement, c'est ce que dit le projet de loi. Mais comment est-ce qu'on peut, avant l'élection, déterminer les conditions d'obtention de 1% de l'électorat? Normalement, l'élection, c'est justement l'occasion, à travers la confrontation libre des programmes, les citoyens décident. Si 1% décide à ce moment-là que tel mérite ses voix, très bien. Si moins que cela, mais on constatera. Le parrainage existe quand même ailleurs. Et même chez nous, les indépendants, il faut recueillir 10 000 signatures. 10 000 signatures, d'abord, moi, j'ai toujours émis des réserves, mais comme c'était une ligne de consensus, c'était un problème. Et d'ailleurs, les assises nationales avaient dit qu'il fallait rendre les candidatures indépendantes à toutes les élections. 10 000 voix, du point de vue pratique, 10 000 voix, c'est pas 600 000 voix. Quelle est la structure aujourd'hui qui peut, de manière transparente, comptabiliser, à supposer par exemple qu'il y ait 20 candidats qui demandent le parrainage de 650 000 personnes à travers le pays. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme ressources pour ça? Ensuite, à supposer que chacun... Si c'est 20, ce sera même 2 fois 600 000. Oui. Ce sera 2 fois 600 000. Alors, donc, quelle est la structure aujourd'hui qui peut
dire honnêtement, est-ce que c'est le ministère de l'Intérieur qui va comptabiliser ce million-là pour authentifier ces millions de signatures? Le Conseil constitutionnel. Est-ce que le Conseil constitutionnel est outillé pour cela? Si elle le dit, elle ne peut pas dire la vérité. C'est pas possible. C'est pas possible. Elle n'a pas les moyens à l'heure actuelle de le faire. Dans aucun pays du monde, un tel système n'existe. Même des pays qui sont plus outillés sur le plan administratif, sur le plan structurel que nous, ils ne peuvent pas. 1 million de voix, comment déjà, les gens se plaignent qu'il n'y a pas les cartes n'ont pas été distribuées. Alors comment on va arbitrairement déterminer, parce qu'il y a un fichier théorique de 6 millions d'électeurs, alors qu'il y a encore des milliers de gens qui n'ont pas leur carte, qui cherchent leurs cartes, qui ne les ont pas. Alors comment on va faire? Non, je pense que vraiment il faut la raison, parce que c'est des frustrations comme ça accumulées qui petit à petit amènent les gens à la révolte. Et moi, vraiment. Et vous redoutez un 23 juin bis comme le promet l'opposition? L'histoire ne se répète pas. L'histoire ne se répète pas. C'est pas les mêmes acteurs, c'est pas les mêmes situations exactes, mais les mêmes causes produiront tôt ou tard les mêmes effets. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Et pendant les 40 ans là, le PS l'a payé très cher. Le PS l'a payé très cher. Le car bloquant, bon, le voter fang et tout cela. La volonté populaire finit toujours par balayer tous les subterfuges qui sont utilisés par les pouvoirs en place. Vous éprouvez la même crainte pour le régime actuel? C'est ça ma crainte. Moi, aujourd'hui, je souhaite vraiment que notre pays soit dans une période de démocratie apaisée. Et nous avions vraiment tous les outils en 2012 pour cela. Je n'avais jamais souhaité, et je n'espérais pas du tout qu'on serait dans cette situation. Justement, vous avez rappelé les assises nationales, la charte qui a été signée à l'époque par tous les leaders de l'opposition, ce qui a amené à l'alternance de 2012. Il y a principalement 2 acteurs avec qui vous avez cheminé, qui sont aujourd'hui au sein du régime, occupant des fonctions importantes. Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, dont vous aviez soutenu la candidature, d'ailleurs, dans le cadre de Benno Siggil Sénégal. Ousmane Tanor Dieng, avec Benno Tanor, qui est aujourd'hui à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales. Est-ce que vous avez le sentiment que ces 2 sages, entre guillemets, jouent le rôle de sentinelle par rapport à la gestion du pays par le président Macky Sall, par rapport à la gestion du pays par le régime actuel? J'avoue que je suis éloigné. J'ai quitté la direction de mon parti depuis longtemps, ça tout le monde le sait. Donc je ne discute plus avec eux de ces questions. Je ne suis plus dans les instances de décision de Benno Bokk Yakaar. Donc je ne peux pas savoir ce qu'ils disent. Ces amis que vous citez, nous avons cheminé ensemble à partir des élections frauduleuses, en particulier de 2006 pour Tanor. Et pour Moustapha, c'était avant, parce que on a été ensemble dans le FAL, le Front pour l'alternance. Nous étions parmi ceux qu'il avait proposé à Abdoulaye Wade comme Premier ministre en 2000. Et pendant cette campagne de Front Siggil Sénégal et de Benno Siggil Sénégal, il y a des questions constantes que nous avons posées. Par exemple, la neutralité du ministère de l'Intérieur. Et on a récusé Moustapha Niasse. On a récusé Ousmane Ngom. Pendant la campagne du boycott de l'élection législative de 2007, nous avons fait le tour du pays pour dire que nous ne voulons plus d'un ministre de l'Intérieur qui s'occupe d'élections, qui est partisan. Mais ça, c'est des choses que nous avons dites. Cela est toujours d'actualité aujourd'hui à la veille de l'élection présidentielle. Moi, je ne suis pas le genre à dire, bon, je dis quelque chose quand je suis dans l'opposition. Maintenant, quand je suis au pouvoir, je dis que c'est mauvais. Non, c'est pas bon. C'est ça qui décrédibilise la parole politique. Nous devons rester constants. J'ai fait la médiation entre ces deux-là dans le cadre de Benno Siggil Sénégal pour que l'un soit candidat au présidentiel et l'autre candidat au poste de Premier ministre pour que, en ticket, on puisse gagner dans le cadre d'une transition. On connaît le scénario, Moustapha Niasse, candidat à l'élection présidentielle, Ousmane Tanor Dieng, Premier ministre. C'était bien ça le scénario? Oui, tout à fait. Oui, et alors donc, ça n'a pas prospéré. Chacun a voulu être candidat.
aucun d'entre eux, chacun disait, non, je ne veux pas être député, je ne veux rien d'autre, le PS disait, non, c'est nous qui avons été enlevés de l'avenue Roume en 2000, nous voulons y revenir, il faut que nous y revenions. L'autre disait, je ne veux plus être député, c'est fini, à mon âge c'est terminé. Bon, toujours est-il que le résultat est là. Le résultat est là. Bon, ça... Oui, aujourd'hui, l'un est président de l'Assemblée, l'autre président du Haut Conseil. Quel que soit... Je ne juge pas des positions qu'ils ont, qu'ils occupent, etc. Mais moi, simplement, en tant que Ablaye Bathily, pendant 40 ans, ce que j'ai défendu au titre de mon parti dans l'opposition, et que j'ai argumenté, je me verrais mal parce qu'aujourd'hui je suis dans un pouvoir, justifier le contraire. Ça, c'est une chose que je ne peux pas faire. Alors, est-ce que vous avez le sentiment ou pas qu'on fait un bon ou un mauvais procès au président de la République Macky Sall, lui reprochant de vouloir écarter ses potentiels adversaires pour avoir roue libre en 2019? Mais c'est une accusation, les gens peuvent dire cela. Bon, mais si la réalité des faits le confirme, bon, on le verra bien. Que confirme la réalité des faits? Mais je pense que de toute façon, une chose est certaine, c'est qu'en politique, il n'y a pas de vide. Si on élimine ses adversaires, d'autres adversaires reviendront prendre le tranché. La nature a horreur du vide, le champ politique a horreur du vide. Et d'autres pourraient venir auxquels on ne s'attendait pas du tout. Et qui vont occuper, et surtout notre pays est dans une situation très dangereuse aujourd'hui. Mamadou Ibra, de par les fonctions que j'ai occupées, j'ai suffisamment d'informations. Le Sénégal est aujourd'hui un des pays de la sous-région où le trafic de drogue et toutes sortes de trafics se sont installés. D'armes. L'enrichissement illicite, les armes, sans compter les menaces djihadistes et tout le reste. Vous le voyez à travers ces constructions qu'on voit à Dakar, que rien ne justifie, c'est pas les revenus des gens pour quelques-uns seulement. C'est du blanchiment. C'est du blanchiment d'argent à grande échelle. Et l'argent sale est entré dans la politique. Au Sénégal, comme dans beaucoup d'autres pays, malheureusement, d'Afrique aujourd'hui. Et ça, c'est une menace sérieuse contre la démocratie. Vous voyez, quand on écarte le débat d'idées pour mettre en avant les moyens, l'argent, les voitures, 4x4 pour sillonner le pays, collecter des signatures, n'importe quel trafiquant de drogue peut créer un parti politique, un groupe politique, faire le tour du pays et prendre le pays en otage. Le pouvoir de l'argent. C'est vrai qu'il n'est pas donné à n'importe qui de faire le tour du pays pour collecter des signatures. Alors donc la politique deviendra maintenant de plus en plus, non pas... Et il faut 2000 signatures au moins dans 7 régions différentes. Alors, donc, il faut que on redonne à la politique ses lettres de noblesse. Que les valeurs reviennent. Que l'argent peut jouer beaucoup de tours. Surtout l'argent sale qui coule à flot dans ce pays aujourd'hui. Et ça, c'est des faits. C'est des rapports qui existent. C'est un danger pour la démocratie, c'est un danger pour la cohésion sociale, c'est un danger pour le développement économique du pays. Et je souhaite que vraiment, mes camarades avec lesquels nous avons mené tout ce combat-là, de principe, dans Benno Bokk Yakaar, qu'ils sachent raison garder. Et que ceux qui sont dans l'opposition aussi, qui n'ont pas à donner de leçons, parce qu'ils l'ont pratiqué, certains d'entre eux en tout cas. Vous faites allusion à qui? On avait de 2000 à 2012 qui étaient au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le régime libéral? Les dérives là qui nous ont amenés à toute cette situation-là. Ils doivent se ressaisir. Et la population n'est pas dupe. Donc je souhaite que franchement, le calme, la sérénité reviennent, que le débat d'idées prenne sa place dans la vie politique, que les acteurs politiques ne voient pas comme des ennemis, que les vendettas politiques
s'arrête et qu'on puisse ensemble construire le Sénégal. Professeur Abdoulaye Bathily est l'invité du grand jury. Construire le Sénégal, ce sera certainement avec ses ressources humaines, l'éducation, on en parlera tout à l'heure, mais ses ressources naturelles. Le Sénégal est à la veille d'un tournant important, celui d'être producteur de pétrole et de gaz à un volume important. Il y a tout un débat sur la transparence des contrats avec les compagnies pétrolières, les majors, transparence aussi dans les accords entre notre pays et ses voisins, notamment la Mauritanie. Vous avez suivi certainement le débat. Est-ce que vous pensez que nous avons pris la bonne option par rapport à la gestion, à l'exploitation et à la gestion future de ces ressources? Non, très franchement, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que, à l'instar de ce qu'on a vu ailleurs sur le continent, et c'est pas une hypothèse d'école du tout, quand le pétrole et le gaz et d'autres ressources naturelles stratégiques sont découvertes dans un pays, il y a des risques à 2 niveaux au moins. Évidemment, premier niveau, c'est que ceux qui auront à exploiter ces ressources, parce que ce sont des compagnies étrangères, nous prennent en otage le pays. Et que le pays, parce que le rapport des forces est tel que, très souvent, le pays n'en bénéficie pas. Tout revient à ces compagnies étrangères, premièrement. Deuxième risque, c'est que le pays lui-même soit tenté par anticipation à s'endetter, à gager pratiquement les ressources à venir. Ça, c'est un danger. J'ai vu ça dans beaucoup de pays d'Afrique. Et quand les ressources sont venues, pratiquement, on les a utilisées à payer les dettes. Et ça, c'est un danger. Beaucoup de pays. Le Nigeria a connu sa guerre aussi. Beaucoup de pays sont dans cette situation-là. Oui. Et donc, finalement, le pays n'en bénéficie pas. Quel que soit, bon, il y a des déclarations d'intention et tout cela, mais il y a des risques énormes. Et moi, simplement, encore une fois, je lance l'alerte. Et parce que nous serons comptables devant l'histoire de tout ça. Et aujourd'hui, fort heureusement, nous avons des jeunes qui dirigent notre pays à différents niveaux. Eh bien, aujourd'hui, ils sont aux affaires, demain, ils ne seront pas aux affaires. Chacun rendra compte devant l'histoire. Il y a un auditeur qui vous pose une question qui vous est destinée par rapport aux responsabilités passées que vous avez eu à assumer. La renationalisation de la Sénélec retirée des mains de la canadienne Hydro-Québec, Elio, l'arrêt des projets Vallée Fossile et le canal du Cayor. Aujourd'hui, avec le recul, question de l'auditeur, pensez-vous avoir fait les bonnes options? Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé en 99 avec la nationalisation, la privatisation de la Sénélec? On a bradé la Sénélec en 99. 45 milliards. Oui, on a dit, bon, 65% appartiennent à l'État, 35% à 2 sociétés privées, Hydro-Québec, Canada, et Elio, société française. Alors que ces 2 sociétés ont chacune 17% du capital, on leur donne le droit de diriger la société, de fournir le directeur général adjoint, de faire venir des consultants qui siphonnaient les ressources, les recettes de la Sénélec. Quand nous sommes venus en 2000, j'ai estimé que ça, c'était pas acceptable. Nous voulons que le capital privé national participe à la formation du capital de la Sénélec. Nous voulons que le capital privé extérieur également vienne, mais dans des conditions qui permettent quand même au développement du secteur de l'électricité. Et quand j'ai convoqué le directeur général de l'époque de la Sénélec, le Canadien qui était là, et le Français, son directeur adjoint, eh bien, ils ont dit non, nous ne pouvons pas investir pour le moment, nous n'avons pas assez d'argent pour investir. Je dis mais comment vous avez accepté la privatisation? Nous pensions que vous allez venir avec des capitaux pour relancer la production d'électricité. Vous dites que vous n'avez pas de capital à injecter ou d'investissement à mettre dans la compagnie. Donc vous comptez sur les recettes de la Sénélec
pour pouvoir réinvestir. Mais ça n'a aucun sens. Et effectivement, j'ai dit, il vaut mieux qu'on se sépare à l'amiable. Nous allons chercher d'autres voies et moyens de relancer le secteur de l'électricité. C'est ce qui s'est fait. On a déprivatisé la Sénélec. Et aujourd'hui, Sénélec marche avec des Sénégalais. Oui, le Sénélec, il y a des Sénégalais compétents qui ont fait de bonnes études d'ingénieurs dans les grandes écoles en Europe, au Canada, aux États-Unis. Aussi des nuits noires, il ne faut pas l'oublier, des émeutes de l'électricité. Il y a eu aussi à un certain moment beaucoup d'argent englouti. Il y a eu à un certain moment de la mauvaise gestion, mais ça, c'est à nous de prendre nos responsabilités pour la gestion de notre patrimoine national. Les vallées fossiles, le canal du Cayor. Les vallées fossiles, c'était un problème technique. Bon, il a été proposé, le schéma technique qui a été proposé n'était pas valable. Parce que je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Oui. C'était pas possible qu'on amène l'eau du fleuve Sénégal remonter jusqu'à Linguère. C'était pas possible. Parce que la pente était à l'inverse. C'était pas possible. Donc, il fallait pas continuer à engloutir l'argent là-dedans. Question d'un autre auditeur qui a été votre étudiant. Il porte un témoignage sur vous d'ailleurs. Mon professeur Abdoulaye Bathily, il vous appelle ainsi. Il m'avait en deuxième année, département histoire à l'UCAD, module Songhai. Malgré son emploi chargé, il venait à chaque fois à l'heure et il ne s'est jamais absenté. Ça, c'est le côté témoignage. Et sa question: pensez-vous que nos autorités prennent les enjeux de l'éducation au sérieux? Est-ce que l'école est une priorité pour le régime actuel? Certainement, l'école est une priorité, mais le problème, c'est que la crise de l'éducation est un phénomène permanent. D'ailleurs, cette année, comme vous le savez, nous allons fêter le cinquantenaire de mai 68. Oui. En 68, ce qui a fait déclencher la crise, c'était, en tout premier lieu, la question de l'éducation à l'université, ensuite les écoles. Bon, les travailleurs ont suivi, les opérateurs économiques et tout cela. Ensuite, parce qu'il n'y avait pas de réforme adéquate. Ensuite, il y a eu quelques réformes en 71 de l'éducation, mais qui n'ont pas été suivies d'effet. En 81, avec les États généraux de l'éducation et la CNRF, la Commission nationale de réforme de l'éducation, là aussi, il y a eu des conclusions pertinentes qui n'ont pas été appliquées. Après cette deuxième alternance, il y a eu aussi des assises de l'éducation. Apparemment, pour le moment, les conclusions tardent à avoir leur effet, en tout cas. Et le débat est occupé par des questions d'indemnité de logement. Oui, ça fait partie des problèmes. C'est parce que la question de l'éducation, c'est pas traitement salarial par rapport à d'autres fonctionnaires. Mais oui, le traitement salarial. Et à chaque année, il y a un risque d'année invalide ou d'année blanche. Est-ce que l'école sénégalaise peut continuer à fonctionner comme cela? Non, ça me fait mal. Tout comme aujourd'hui, je me plains, tout le monde se plaint des brebis galeuses dans la justice, dans les autres corps de métier aussi, nous avons des problèmes. Je suis enseignant, je dois reconnaître que nous avons des problèmes. Lesquels, à tous les niveaux. Lesquels? Non, juste les à problèmes titre d'exemple. de fonctionnement, les problèmes de la qualité de l'enseignement. Il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a beaucoup de choses à revoir. Dans mon domaine précis, c'est des questions techniques sur lesquelles je ne peux pas m'étendre ici, mais il y a beaucoup de choses à revoir. Et nous avons proposé un certain nombre de solutions. Donc, les conditions... Moi, j'ai été secrétaire à l'enseignement supérieur dans le sud-est historique, de 1976 à 81. J'étais chargé des revendications de l'enseignement supérieur, en dehors de mes fonctions politiques. Mais la qualité de l'éducation dépend aussi de la qualité des conditions de travail des maîtres et élèves. Donc, les enseignants posent cela comme question. Bon, il y a les syndicats qui sont très nombreux aujourd'hui, à mon goût. Par exemple, ça, je trouve que l'unité syndicale doit être effective pour qu'il y ait une jonction des luttes sur des questions essentielles. Aujourd'hui, plus de 50 syndicats dans l'éducation, je ne trouve pas que ça soit pertinent, par exemple. Mais en dehors de cela, il ne faut pas prendre les formes, il faut prendre le fond des revendications. Et si on arrive à appliquer les conclusions, je crois qu'on arriverait à donner une meilleure image de notre système éducatif. Et vous le savez très bien, aussi, c'est le traitement. Vous savez, quand vous voyez un enseignant
bac plus 7 ou bac plus combien là qui sort, et à la fin de son cursus de 40 ans de métier, il va avec 150 000 francs de salaire, vous voyez, de retraite. Et vous voyez, de plus en plus, il y a un modèle social qui est en train d'être construit dans ce pays. Il y a tellement de jeunes aujourd'hui qui prennent le raccourci des fonctions politiques. On les nomme à des fonctions de ministre, de conseiller, ministre-conseiller en pagaille, qui touchent des millions à ne rien faire. Parce qu'ils ne sont pas à des postes effectifs. Alors, quand cette image-là est montrée aux enseignants, ils ont tendance à dire, bon, nous sommes maltraités. Voilà tout ce problème qui se pose. Il faut donc qu'il y ait l'équité dans les traitements. Dans la fonction publique également, il faut qu'il y ait l'équité dans les traitements. Que l'accès aux différents postes soit soumis à des règles auxquelles tout le monde se soumet. Mais pas des recrutements par famille ou par clan, etc. Tant qu'il y a des choses comme ça, il y a des dysfonctionnements dans le système éducatif, des dysfonctionnements dans les traitements. Tout cela, ça se répercute dans les perceptions que les gens ont aujourd'hui du système. Professeur Bathily, vous convoquiez tout à l'heure mai 68, cette année ce sera les 60 ans. Vous lanciez un appel aussi de sagesse en direction des acteurs politiques. Il y a une question qui vous provoque, qui vous titille. Professeur Bathily, n'a-t-il pas trahi l'idéologie marxiste au regard des problèmes aujourd'hui de la gauche sénégalaise, mais aussi de son parti, la Ligue démocratique, qui est presque divisée en deux aujourd'hui? On ne peut pas trahir, c'est les principes que j'ai toujours défendus dans ma vie. Je n'ai jamais, je l'ai dit tout à l'heure, voulu être un professionnel de la politique. C'est par toute une série de circonstances que j'ai eu à occuper des fonctions politiques. Et j'ai toujours pensé que je n'étais pas indispensable. Nul n'est indispensable. Que ce soit à la Ligue démocratique ou dans le pays. J'ai fait les combats de ma génération. Il appartient à d'autres de continuer ce combat-là. La Ligue démocratique n'est pas la propriété privée de Abdoulaye Bathily, ni de qui que ce soit. Mais une Ligue démocratique divisée. Mais la division, elle existe dans... Une gauche sénégalaise aussi. Elle existe dans tous les partis. Mais ça aussi, derrière le rêve du grand soir. Oui, c'est le produit de l'histoire. C'est le produit de la Ligue démocratique divisée. Le PIT, tout il faut pas prendre l'instant T pour jeter à la poubelle ces organisations qui ont joué un rôle majeur dans l'histoire démocratique de ce pays. Vous voyez? Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de la LD aujourd'hui qui est scindée en deux au moins? L'appel que j'ai à l'endroit de la LD comme à l'endroit de tous les acteurs politiques, c'est que il faut régler les problèmes de notre pays sur des bases consensuelles, à partir d'éléments de référence précis, notre histoire et pour notre cas, le combat pour la justice et le progrès social. Nous avons contribué à la démocratie, nous devons continuer de contribuer à cette démocratie, quelles que soient les positions que nous occupons. Si nous nous taisons, nous abdiquons notre rôle. L'Afrique, il y a eu cet épisode de la présidence de la Commission de l'Union africaine. Vous étiez le candidat du Sénégal. Votre candidature n'est pas passée. C'est le Tchadien Faki qui a été élu à la tête de la Commission. Cela vous est resté en travers de la gorge? Avez-vous eu le sentiment que vous n'avez pas été assez soutenu? Pas du tout, par d'autres pays africains? Pas du tout, pas du tout. J'ai dit au président Macky Sall, je l'ai remercié pour son soutien. Il m'a soutenu comme il a pu. Le Sénégal a pu soutenir comme le Sénégal, d'après les moyens dont le Sénégal dispose, par sa diplomatie, etc. Mais ça n'a pas prospéré. Mais moi, je ne suis pas pour autant amer ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était un témoignage pour apporter ma contribution
au devenir de l'Afrique. J'ai cru en cela depuis toujours. Mais face à une terrible réalité, 85% au moins du financement de l'UA est assuré par l'Union européenne. C'est la Chine qui a construit et qui gère le siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Fort heureusement, il y a un processus de réforme qui est en cours, piloté par le président Kagame, auquel je tiens à rendre hommage, parce que c'est un des dirigeants visionnaires du continent aujourd'hui. Et ces réformes, j'espère qu'elles vont aboutir, elles seront appliquées. Oui. Comme par exemple déjà la zone de libre-échange continentale, que je salue. Oui. Et d'autres réformes, je crois, de la Commission, et puis toutes les procédures unitaires. Oui. Dernière question, êtes-vous pour ou contre l'abandon du CFA? Je suis pour l'abandon du CFA. D'ailleurs, les assises nationales avaient dit très clairement que nous devons militer pour une monnaie de la CEDEAO. C'est très clair parce que le franc CFA est un instrument qui ne correspond pas à l'esprit de notre souveraineté en tant que pays africain. Le Maroc qui toque à la porte de la CEDEAO, faut-il accepter son adhésion? Le Maroc, à mon avis, ces pays de l'Afrique du Nord, à un moment donné, étaient attirés par l'Europe. Les Européens voulaient les mettre dans ce qu'on appelle l'Union pour la Méditerranée, leur faire une situation spéciale, que ce soit la Turquie, le Maroc, etc., l'Égypte. Maintenant, avec la montée du djihadisme, l'Europe a fermé ses portes. Donc ces pays du Maghreb maintenant veulent revenir vers le sud. Faut-il les accepter? Il faut les accepter sans doute, mais peut-être pas à la CEDEAO, parce que je ne pense pas que ça soit, parce que quand même, à l'heure actuelle, même dans le cadre des fonctionnements de l'Union africaine, il est prévu dans les réformes de faire en sorte que les communautés économiques régionales soient bien organisées et que l'Union travaille avec chaque communauté régionale. Le Maroc fait partie de l'Union du Maghreb arabe, mais ils peuvent travailler, ensuite maintenant faire une alliance avec la CEDEAO. Oui. Et c'est de ces questions-là qu'il faut discuter. Le Maroc a déjà quand même beaucoup d'intérêt dans nos pays. Oui. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que... Pour terminer, de mon point de vue, chacun doit défendre ses intérêts. Très bien. Les opérateurs économiques nationaux doivent être impliqués dans ce processus. Merci, professeur Abdoulaye Bathily, d'être venu à l'émission Le Grand Jury. Dans un instant, le journal de midi avec Fatoumata Binta Diallo, Vincent Diop à la technique. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain, mais surtout, bon dimanche.